suis quelqu'un qui est plutôt pas mal manqué d'estime de lui, avec des études catastrophiques. Je n'ai pas suivi d'études, elles m'ont poursuivi. Hey, bienvenue. Attends. Non, c'est pas moi que vous attendiez. Non, elle est là. Ça va? Mais ça va et toi, Camille? Ça va, super. Elle s'appelle Camille. Voilà, c'est une œuvre d'art que j'ai fait juste avant que tu arrives. Yes, merci. Il est gentil avec moi, hein. Il Oui, m'a attendu. oui, c'est vrai, je t'ai attendu. C'est vrai. Ok, super. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui vont nous regarder et qui savent pas encore qui t'es? Oui, je ne sais absolument pas ce que nous allons trouver ici. Il faut que vous sachiez en fait qu'on vient de se rencontrer. Voilà, on ne se connaissait pas. Alors moi je m'appelle Yannick Alain, je suis entrepreneur, formateur et conférencier. On va dire voilà, je suis un passionné d'humain et du coup j'ai monté une entreprise qui s'appelle une formation qui s'appelle la Neurobusiness School. Voilà, une formation en ligne qui est assez connue en tout cas, voilà, qui aide les jeunes porteurs de projets qui sont bienveillants, gentils à monter leur business. Voilà, parce que souvent quand on monte un business, en fait, c'est toujours un peu compliqué. C'est pas tant la technique entrepreneuriale qui freine, mais beaucoup plus les freins personnels. Voilà, donc les croyances limitantes, les peurs, ce genre de choses. Il faut se battre contre le syndrome de l'imposteur et plein de choses intérieures. Et c'est ça qui fait qu'après on arrive à entreprendre. Et donc du coup, ben voilà, moi dans ma formation, c'était la première formation qui est sortie il y a 6-7 ans maintenant, oh mon Dieu, 7 ans, dans laquelle ben voilà, on mélangeait l'aspect développement personnel, mindset avec l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je t'ai contacté. Ah, c'était pour ça. Oui, C'était mon petit côté neurosciences. aussi. Parce Sachant que moi, que je suis si une je ne grande suis- passionnée ouais. de psycho. Et je suis pas, c'est pas moi le pro des neurosciences dans l'équipe. Hein. Je suis associé avec David Lefrançois et c'est Oui. lui le professionnel des neurosciences. Oui, je sais. Moi non, j'ai pas les études qu'il a. Non, j'ai pas ça. N'empêche que vous êtes un des premiers dans l'infoprenariat francophone. Ouais, vraiment, quand j'ai eu l'idée en 2015, c'était ça. Quand j'ai eu l'idée, ça a été vraiment, je savais que j'étais le premier à avoir cette idée-là et à vraiment à m'associer avec un vrai docteur en neurosciences, quelqu'un qui était vraiment une référence, une sommité dans ce domaine-là. À l'époque, David n'avait pas autant de followers qu'aujourd'hui, il n'avait pas une chaîne YouTube qui cartonnait autant, mais qui cartonnait quand même, il devait avoir 10 000 abonnés peut-être à l'époque, c'était déjà pas mal. Et voilà, et donc on a eu un coup de foudre professionnel, voilà, et puis moi j'ai toujours été révolté de voir qu'il y avait des gens qui avaient un talent extraordinaire et qui s'empêchaient de le vivre et d'en vivre uniquement parce que ils avaient une problématique avec la vente. Et c'est mon tour, c'est un de mes objectifs du Tour de France. Ah, C'est c'est-à-dire justement c'est de montrer plein de métiers qu'on ne connaît pas forcément, plein de métiers que l'école ne nous enseigne pas, Voilà. et de montrer aux étudiants, tu peux faire ça. Eh ben voilà, écoute, je trouve que c'est une très belle mission. J'ai mis un slogan, c'est n'attendez pas d'avoir la carrière dont vous rêvez. N'attendez pas la carte dont vous rêvez. La carrière. La carrière, ah, mais c'est magnifique. Carte carrière, c'était pareil, ça marchait. J'aime beaucoup. C'est très lié aussi. Ouais, vraiment. Ah ouais. Ok, comment tu peux nous parler un peu de toi du coup, vu que tu es inspiré et que tu as envie, on sent ces vibrations en toi pour aider un maximum du coup ces jeunes, ou en tout cas ces personnes qui sont plus ou moins jeunes à atteindre leur objectif pro. Ouais. Est-ce que toi, ça a été facile pour toi? Non. Moi, je suis quelqu'un qui, là, au moment où tu me vois, je fais le con, j'ai l'air confiant comme ça, mais non, j'étais plutôt. Je suis quelqu'un qui est plutôt pas mal manqué d'estime de lui. Alors, Ok. confiance en soi, ça allait à peu près, mais alors l'estime de moi, c'était compliqué. Tu sais, la différence entre les deux, parce que moi, j'ai eu du mal à faire la différence entre les deux, donc je me permets de vous le partager. L'estime va plus rejoindre, en fait, on va dire, la confiance va plus rejoindre qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je pense que je suis capable de faire, là où l'estime va plus être globale, va inclure la confiance en soi, mais va être plus qui je suis en fait. Donc il va englober l'amour de soi, qui va englober la vision de soi ou l'image de soi. Ok. Et moi là-dedans, dans l'amour de moi et la vision de moi, non. J'étais pas très bon là-dedans. En tout cas, je ne savais pas trop me donner de l'amour. Et puis bon, je me suis rendu compte que de toute manière, on s'en donnait toute la vie et qu'on progressait toute la vie là-dessus. Donc non, j'ai pas toujours été confiant et donc du coup, voilà, et je les ai semés assez rapidement. Donc j'aimais pas, en fait, vraiment, c'était un format qui ne me convenait pas, l'école. Sauf que quand l'école ne te convient pas, en fait, tu as cette espèce de réflexe quand tu es enfant à te dire, en fait, t'es bête.
Oui. Ou t'es pas intelligent, ou ce que tu veux. Et donc, du coup, j'ai découvert il y a 2 mois, même pas, que j'étais dyslexique. Je ne savais pas Aussi. à l'époque. Ouais. Bien le club. Mais écoute, bah, voilà, j'y connais rien, hein, je suis nouveau. Voilà, je suis nouvellement découvert dyslexique. Et du coup, j'étais très. Voilà, quand à l'école, on te dit que t'es pas bon, en fait, toi, en tant qu'enfant, tu n'as pas le recul nécessaire et l'intelligence de te dire. Eh bien, je suis pas bon à l'école. Tu te dis, je suis nul tout court. Je suis nul tout court. Et donc, du coup, tu renvoies cette identité-là à toi-même. Et à force de te le répéter, à force qu'on te le répète, et à force que tu l'interprètes de cette manière-là, tu finis par le penser, en fait, vraiment. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été compliqué. Et parallèlement à ça, en fait, je suis atteint d'une autre maladie aussi. C'est la gentillesse. En fait, il y a beaucoup de gens, en fait, qui me disaient depuis tout petit, t'es gentil. Et puis, quand j'étais petit, en fait, c'était valorisant. Comme quoi, être gentil, c'était bien. Et puis, plus tu grandis, plus on te dit, non, c'est vraiment une tare d'être gentil. Et puis voilà, j'ai avancé, en fait, comme ça, dans l'entrepreneuriat et l'infoprenariat et le commercial au début. Bon, au début, j'étais commercial. Je vendais rien du tout. Puis après, j'ai aligné mes valeurs avec le métier de la vente. Je me suis rendu compte à quel point en fait la vente c'était pas du tout escroquer les gens, c'était pas du tout forcer les gens, c'était pas du tout les convaincre là où on a un con convainc en fait, mais vraiment en fait une notion d'aider l'autre, de rendre service, d'aider un autre humain à prendre une décision intelligente. Oui. Et donc là ça a commencé à me débloquer. Moi je me suis dit tiens voilà. T'es pas quand même sorti de l'affaire. Je lisais pas mal de bouquins de développement personnel et puis petit à petit ça m'a aidé. Ça m'a aidé à avancer. J'ai commencé à faire ma carrière dans le commerce. Je suis devenu directeur commercial assez vite. Puis directeur général. Je travaillais pour Microsoft, Toshiba, Intel, Microsoft, enfin toutes ces boîtes-là, la Poste, Orange. Et puis un jour j'en ai eu marre. Voilà, et je me suis dit et pourquoi pas essayer de changer, voilà, et de changer de vie parce que j'étais très gêné. De voir que dans le monde professionnel, on a affaire à une fonction plus qu'à un humain. Oui. Et Simone Sinek dit souvent, en fait, les clients sont des humains, les managers sont des humains, les fournisseurs sont des humains. Il dit, en fait, si tu comprends pas l'humain, tu comprends pas le business. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point dans ce monde-là, on n'avait affaire qu'à la fonction et qu'à un personnage. Et moi, j'avais envie de trouver l'humain derrière la fonction. Et donc, j'y arrivais pas. En fait, donc ça m'ennuyait. En fait, ça. Donc, du coup, j'ai décidé de partir, de me lancer comme entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, ben voilà, naturellement, je me suis dit que c'était vers la vente que je devais coacher. J'ai commencé à me lancer. Et puis, Dieu bénisse, j'ai lancé la Neuro Business School. J'ai commencé à me lancer en 2010. Enfin, quoi, j'ai quitté mon job en 2010. Et j'ai lancé la NBS en 2015. Voilà, et donc du coup, ça a fait un très gros succès dès le début. J'ai voulu m'associer avec David Lefrançois, qui était un frère qu'on a rencontré. On est tombé carrément amoureux professionnellement l'un de l'autre. Donc du coup, voilà, on a aussi la même déficience mentale de conneries. Et ça rapproche énormément. Et puis naturellement, boum, on a lancé la NBS. Ça a cartonné de suite. Et un jour, pour revenir sur la notion de gentillesse, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Martin La Tulipe qui m'invite sur une de ses scènes et puis il me dit mais voilà donc Yannick là il faudrait que tu me fasses une conférence sur les réseaux, voilà. Je dis ok, pas de problème, et puis il me présente sur le côté de la scène et il me présente 2 fois, il dit je suis gentil 2 fois, il me dit et moi sur ce côté de la scène je regarde et je dis mais c'est pourri comme compliment, c'est quoi ce compliment foireux en bois. Et donc du coup j'arrive, je tape la bise, je fais la conférence, tout se passe extrêmement bien, sauf que moi je pars avec ce sac à dos de me dire putain mais en fait pourquoi ça m'a fait chier qu'on dise de moi que j'étais gentil. Et en fait en réfléchissant à ça je me suis dit en fait tout ce que j'ai aujourd'hui je le dois à ma gentillesse. C'est-à-dire que c'est le constat que j'ai fait au début. Je me suis dit en fait que j'étais pas un vrai gentil, qu'est-ce que j'achetais avec la gentillesse, que c'était pas de l'attention, de l'amour, probablement aussi. Mais je me suis rendu compte que cette qualité de gentil que j'avais, qui était une qualité d'être et pas tant une qualité de faire, que j'aurais aimé, qui disent ouais, il a vendu des millions d'euros, il a machin. J'aurais préféré qu'ils disent ça. Et en fait, je me suis dit, en fait, non, en fait, c'est ma qualité relationnelle, c'est ma gentillesse qui a fait que les gens m'ont fait confiance, que mes clients m'ont fait confiance, que mes partenaires m'ont fait confiance, que mes patrons m'ont fait confiance, que tout l'univers que j'ai aujourd'hui, je dois à ça. Donc je me suis dit, je vais en écrire un livre. Voilà. Du coup, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir, qui est un best-seller, et voilà, dont je suis profondément heureux de contribuer avec ce livre-là. Et donc voilà comment ça m'a amené en fait à toi ici maintenant. Voilà. Donc je suis entrepreneur, je suis conférencier, j'aime faire de la conférence, j'aime faire du show en conférence aussi. Et puis voilà, et j'ai écrit ce livre-là, et puis je continue, à œuvrer. Ok, super. Tu m'as dit beaucoup d'informations. Ouais, Là, j'ai essayé de synthétiser. Il paraît que
On manque de temps. Donc voilà. J'aurais dû prendre une feuille, tu vas y marquer plein de choses. Je me fais répéter si jamais. Ok. Je commence par quoi? Déjà, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que tu parles de la psychologie. Tu vois, tu m'as parlé, tu as créé l'école des neuros justement parce que tu t'es rendu compte que quand on est entrepreneur, on a du mal à en croire en soi, on a du mal sur le syndrome de l'imposteur. Moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment à 100% parce qu'aujourd'hui, j'accompagne mes clients sur une méthode que j'ai créée qui s'appelle Psychobiz. Donc, je lis de la psycho au business. Tu vois, j'étais un peu copiée, mais je te connaissais pas à l'époque. Ouais, ça claque. Ouais, merci. En fait, tous mes produits s'appellent Biz, BIZ. Et après, enfin bref. Et en fait, tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis rendu compte que il y avait plein de formateurs d'infopreneurs. Et les infopreneurs, c'est quelque chose que, dès l'instant que j'ai rencontré ce monde-là, j'ai dit, je sais pas quoi, je sais pas quand, mais Moi, je ferai un truc. Je les like. Je ferai un truc un jour, j'aurai un impact avec eux parce que j'ai vu directement un potentiel et c'était pas avec l'ampleur qu'il y a aujourd'hui. Bon, c'était un peu plus tard que toi, c'était en 2018, je vais en Australie, je rencontre un mec que je connais même pas son nom, il m'apparaît pendant 2 secondes, en 2 secondes il a changé ma vie les gars. Et en gros, il est infopreneur et il me dit qu'il gagne 10 000 € en automatique et que là, il était en vacances, donc en Australie, qu'il habitait à Bali, il gagnait 50K. Et je me dis, mais mec, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je fais, attends, on a le même âge, je suis en train de me faire chier avec du fruit pipi. Il y a un truc que je comprends pas là. Et du coup, j'ai découvert le métier d'infopreneur et j'ai vu que tous ces infopreneurs, ils avaient tous des infopreneurs, non, ils avaient tous des histoires inspirantes. Ils étaient tous partis plus ou moins de loin, que ce soit un échec, même s'ils avaient réussi professionnellement ou scolairement. On a tous ça. On a tous voilà, une histoire. Et c'est qu'ils l'affirment et c'est qu'ils osent, tu vois. En tant qu'humain, pas en tant qu'infopreneur. Oui, oui. Un infopreneur, mais après, je trie les miens. Mais, et du coup, je me suis dit, mais c'est ouf parce que c'est des personnes que j'ai directement qualifiées de héros. Donc pour moi, tu es mon héros, tu vois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, justement après, quand tu vas voir un film au cinéma, en fait, tu as le héros qui a une faille, mais qui s'en sert pour aider plus de personnes, et tu as le méchant qui a une faille et qui va servir sa faille pour faire encore plus mal aux gens. Et je dis, tous ces gens-là, ils osent dire, ils sont vulnérables, leur faille. Et en fait, grâce à ça, ils vont aider. Parce que majoritairement, c'est quoi? C'est des entrepreneurs qui sont, je dis une bêtise, qui ont eu un problème dans l'alimentation, qui n'arrivaient pas à prendre de la masse, qui vont aider en fait. Ces personnes-là, ils servent par storytelling de leur histoire. Et moi, je trouve ça ouf. Ouais. Tu vois? Mais après, ce que je veux dire, c'est que chaque humain, en fait, a une histoire, en fait. Et chaque humain est storytellable. En fait, en réalité, en fait, tu vois, et en fait, on n'est pas obligé d'avoir une vie. Si un jour vous prenez l'idée d'acheter mon livre, dans lequel je donne souvent des stratégies justement pour arriver à s'en sortir quand on est gentil. Et bien, je les illustre avec mes histoires, qui sont mes histoires que j'ai vécues. En fait, tout humain a vécu des aventures qui lui permettent on va dire, d'illustrer chaque concept par un storytelling qui fait que ça va activer beaucoup plus la mémoire à long terme, parce que quand tu vas raconter une histoire à quelqu'un, quand tu vas revivre une histoire, même tu ne racontes jamais d'histoire, tu la revis, du coup ça ancre le concept dans quelque chose de très émotionnel. Et donc du coup l'émotion plus l'apprentissage, ça déclenche la mémoire à long terme. Donc du coup, et ça impacte les gens, parce qu'on est impacté par ce qui nous ressemble, voilà. Et donc du coup, ce que tu parles, cette particularité qu'ont les infopreneurs, si demain n'importe qui nous regarde veut devenir infopreneur, moi c'est la première des choses que je leur demanderai, c'est ok, raconte-moi ta vie, c'est quoi que tu fais? Mais après, t'as le code aussi formation, parce que les infopreneurs, ils donnent du savoir. Alors, en fait, il y a une différence entre l'information et la formation. Si tu parles d'information, oui. Parce qu'un infopreneur, c'est quelqu'un qui vend de l'information. Moi, c'est pas ce que je fais, par exemple. Je ne fais pas que ça. Oui. Je fais de la formation. Donc, du coup, la formation, c'est que je vais m'occuper de transformer la personne. En tout cas, je vais tâcher de la mettre dans un système qui va la transformer. Un infopreneur, souvent, il peut vivre à Bali, justement. Il ne va jamais au contact. Il peut ne jamais aller au contact de ses clients. Moi, c'est pas mon cas. Oui. Moi, j'ai des ateliers, il y a des gens qui viennent en salle avec moi, je fais des séminaires, je fais des conférences, donc je vais au contact des gens et je forme en atelier aussi. Donc, évidemment, grâce au coronavirus, on a formé en atelier virtuel, en visio, mais en tout cas, c'est ça. Donc, du coup, dans l'information, dans ton enseignement, on va dire que tu donnes, c'est intéressant et c'est bien de rajouter une part storytelling dans ton information, le plus possible. Oui. Si tu peux. Et justement, en parlant d'histoire,
Tu vois, là, le Tour de France que je fais, c'est pour montrer en fait ces nouveaux métiers qu'on est. Et moi, j'ai comme objectif de créer une école. Et dans cette école, justement, je veux casser les codes de l'école. Tu vois, je citerai les codes de l'école. Je veux casser les codes pour justement que... Toi, t'as su faire à l'école comme moi, toi. T'as su faire à l'école. Ouais, t'as su faire. Voilà, c'est important. Moi, en gros, si tu veux, c'était très compliqué parce que j'ai mon frère qui est devenu tétra quand j'étais en C20, donc j'ai redoublé le C20. Il y a eu un accident. Et par la suite, j'étais souvent mise de côté parce que j'étais trop longue. Alors, au début, j'étais trop longue. Après, j'écrivais trop. Et après, donc on m'a dit que je n'étais pas capable d'aller en scientifique. Donc, en fait, les profs choisissaient plus ou moins mes études. Oui. Je voulais faire BTS, bac. Au doigt mouillé. Ouais, voilà. Comme ça, ils ont le chapeau d'Harry Potter. Alors, Serpentard. Et c'est parti. Je voulais faire un bac santé sociale, donc qu'on appelait SMS à l'époque. J'étais pas capable, donc ils voulaient que je fasse un CAP esthétique. Donc j'ai dit non, donc du coup je suis partie en BEP sanitaire et social. De ça, les bacs ça m'intéressait pas, donc j'en ai pris un au pif. Et là en fait j'ai dit je vous emmerde. Donc je suis partie en prépa S option diététique, sauf qu'il fallait payer l'école. Et du coup parallèlement à mes études j'étais à l'armée de terre pour travailler pour payer mes études. Et je pouvais pas enchaîner, donc j'ai repris la direction qui m'a dit qui était plus simple. Et là, cerise sur un gâteau, BTS, j'arrive. Moi, du coup, je suis dysphasique. Et on me dit, le tiers-temps, la fille, elle est arrivée 2 heures en retard. Donc déjà, on a commencé 2 heures en retard, mais en plus, elle m'a pas donné mon tiers-temps. Donc j'ai rendu 0 coef 7. Voilà, pour une petite histoire. Et ça, ils ne le connaissent pas, l'histoire. Bah écoute, merci d'avoir raconté cette histoire-là, parce que ça fait partie de ta légende. Ouais. Donc maintenant, tu es devenue une héroïne, toi aussi. Donc tu es ma légende, à moi aussi. Voilà. Non, mais c'est important, tu vois, ce genre d'histoire-là que tu racontes toi. Et puis pour la petite histoire aussi, moi j'ai ma petite amie qui a eu un accident de voiture et qui est devenue tétraplégique aussi. Donc c'est une pathologie que je connais très très bien. Et j'ai vécu 12 ans avec la tétraplégie. Donc je connais très bien le monde du handicap et je sais ô combien ce monde-là est injuste. Ce monde-là est difficile. Et quand on parle pour parler de handicap, pour parler de chacun d'entre vous qui nous regardez ici, je crois que au travers de cette histoire-là qui m'est arrivée avec Isabelle, qui était, elle est partie le matin, c'était ma petite amie, elle était valide. Le soir, on me disait qu'elle était tétraplégique et peut-être qu'elle ne revivrait pas. Donc là, moi, face à cette épreuve-là, j'ai dû faire preuve de courage. J'ai dû faire preuve avec elle évidemment et surtout elle, à vivre son handicap, à comprendre, à être de désillusion en désillusion parce que tu te dis mais elle va récupérer, tu sais comment ça se passe, on te donne de l'espoir, surtout quand tu es tétraplégique, comme tu es touché relativement haut, les lésions sont rarement complètes, elles sont souvent partielles et donc du coup tu as de l'espoir que ça récupère, puis le temps passe, puis tu te fais à l'idée, et puis voilà. Et dans ce monde-là, j'ai côtoyé énormément de personnes qui étaient en fauteuil roulant, des personnes qui disaient avant d'être en fauteuil, en fait, moi, si je suis en fauteuil, je me tire une balle, mais je ne veux pas vivre. Et en fait, je me suis rendu compte que chacune des personnes que j'ai pu croiser, j'en ai croisé énormément, chacune des personnes savait faire preuve de courage, avait du courage. Donc en fait, ça veut dire que pour moi, 100% des humains sur cette terre sont capables de faire preuve de courage. Oui. Parce que quand tu fais face à une situation qui te tombe dessus, j'anime et je suis le co-créateur des Journées de l'Audace. D'accord. Il y en a un petit partout dans le monde, il y en a une à Bordeaux d'ailleurs. Et donc, du coup, chacune des personnes que je connais, chacune des personnes qui nous regardent savent faire preuve de courage et ont du courage. Même si à un moment donné, vous n'avez peut-être à un moment donné pas su faire preuve de courage parce qu'il y a quelque chose, une situation de danger qui est arrivée et puis vous vous êtes replié, à un moment donné, vous saurez à un moment donné faire preuve de courage. Et encore une fois, le courage n'est pas l'absence de peur, mais juste savoir agir malgré la peur. Donc tout le monde sait faire preuve de courage. Par contre, ce que je vous invite à développer pour éviter d'être comme nous et que la vie vous en faites plein la gueule et qu'on vous dit ça, c'est de développer de l'audace. Et l'audace, c'est quoi? L'audace, c'est la capacité que vous allez avoir à vous mettre dans une situation dans laquelle vous allez devoir faire preuve d'audace. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'apprendre avec de l'audace que d'apprendre avec du courage, dans laquelle, en fait, des fois, la vie vous met des épreuves juste dinguissimes, vous en avez certainement vécu, vous les choisissez pas, c'est compliqué, vous les subissez, ces épreuves-là. Vous y faites face, parce que il faut, et parce qu'on tant qu'il y a de la vie, on y va, mais c'est pas évident. Donc, c'est en ça que je veux dire par là, tu vois, ce qu'on a vécu, toi avec ton petit frère, avec ta dysphasie, ton grand frère, pardon, ta dysphasie, moi ma dyslexie, l'accident d'Isabelle qui a fait que, ça a bouleversé ma vie. On a dû faire preuve de courage et on a surmonté ça, ça nous a aidé, ça nous a endurci, ça nous a permis de grandir, c'est génial. Maintenant, si
vous voulez grandir aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir une vie aussi catastrophique que la nôtre, d'accord? Vous pouvez aussi faire preuve d'audace et petit à petit, on va dire, vous mettre dans une situation dans laquelle vous allez grandir petit à petit. C'est un petit peu la notion de zone de confort que vous avez certainement entendu parler. Voilà, et ben voilà, l'audace pour moi, c'est la matérialisation concrète de sortir de sa zone de confort. Et comment tu sors de ta zone de confort? Bah, généralement, j'essaie de faire les choses qui me font peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Il y a plein de trucs qui me font peur. Moi. Je suis un frouxard. C'est J'ai quoi peur qui de te fait plein de peur? choses. Bah, des tas de choses. Par exemple, là en ce moment, ce qui me fait peur, c'est de lancer une conférence spectacle qui va mêler la conférence et l'information avec du stand-up. Ok. Pourquoi du coup ça te fait peur ça? Bah, ça me fait peur parce que être un conférencier qui fait de l'humour est différent qu'être un stand-upper qui t'apprend des choses. Donc du coup, bah, ça me fait peur parce que il faut que j'apprenne des nouveaux codes, des nouvelles manières d'apprendre. Et donc du coup, bah, voilà, et j'y vais. Hein. Mais c'est vrai que waouh, c'est quelque chose qui est intense, quoi. Et qu'est-ce qui te rassurait dans ça? Pardon? C'est quoi qui te rassurerait dans ça? Bah, de commencer, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, hein, c'est de commencer par faire des premières scènes de stand-up en faisant des petits 5 minutes, 10 minutes, et puis de voir que ça fonctionne sur un petit public, puis après petit à petit de fonctionner. Mais après bon, j'ai fait ça devant 1800 personnes il y a 2 semaines, donc ça va. Je suis un peu sorti de ma zone de confort. Et c'est quoi ton objectif du coup pour ces événements-là? J'ai pas d'objectif particulier en fait, et en réalité, je suis pas quelqu'un en fait qui fonctionne à l'objectif. Et pour tout te dire, ça m'énerve un peu en fait. C'est quoi ton objectif? C'est quoi? Et toi, ton objectif? T'as pas d'objectif? T'es un rouge. T'es un loser. T'es un loser. Voilà. Et non, je suis jaune rouge. Ouais, jaune rouge. Moi bleu rouge. Mais d'abord jaune. Et donc, du coup, voilà, je suis pas à l'aise avec cette notion-là parce que je trouve que ce sont des notions qui sont très culpabilisantes. T'as pas Les d'objectif? disques? Non, pas le disque, la notion de vouloir dire aux gens et les objectifs. Je trouve important de se fixer des objectifs. Je te taquine un petit peu, je trouve ça bien. Je trouve ça bien de s'en fixer, je trouve ça chouette. Maintenant, il y a des gens que ça peut paralyser. Et parmi les gens qui nous regardent, en fait, tu as des gens en fait, qui vont dire « Ah, j'ai pas d'objectif, je suis un loser ». Non. Juste essayer de voir en fait qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait plaisir, vers quoi tu aimerais aller, est-ce que ça te fait peur, est-ce que tu peux te donner, on va dire, un objectif tout petit. Voilà, plutôt que d'être dans cette espèce de culture du grand objectif qui peut donner le vertige, un tout petit truc, tu vois, à te donner qui te dit tiens, bah ça me stimule suffisamment pour ne pas me paralyser. Tu vois, l'objectif est suffisamment grand pour ne pas me paralyser, et à la fois il me stimule parce que j'ai envie d'y aller et que ça me stimule bien. Tu sais, il y a cette notion, en fait, il y a 2 grandes notions. Si on parle en fait d'entrepreneuriat ou de tout ça, en fait, il y a une grande notion, c'est la notion de perfectionnisme. Et tu as une autre notion qui est le culte de la médiocrité. Tu vois, c'est ouais, passe à l'action, t'inquiète, on s'en fout, même si c'est nul, ça ira. Et je crois qu'entre ces 2 notions, chacun d'entre nous, en fait, l'inconvénient du culte de la médiocrité, c'est que tu passes à l'action, tu fais n'importe quoi, puis voilà, on s'en fout, et puis l'action, en fait, voilà, tu agis. Tu ne fais qu'agir, mais en fait ça tombe dans l'eau et puis tu peux faire beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Et tu as la notion du perfectionnisme qui est une notion en fait où on va se donner un objectif tellement fort qu'on entre dans une paralysie. C'est-à-dire que oui, on veut atteindre cet objectif-là, oui, on veut y aller, oui, on a ça, mais on n'est que très peu ouvert au changement de cap. C'est-à-dire qu'on a l'objectif, nous on voudrait que ce soit lisse jusqu'à l'objectif, sauf que entre où vous êtes et votre objectif, il y a des chaos, des événements, des difficultés, tout ça, et souvent ça nous paralyse et on a peur, et comme on n'arrive pas à atteindre l'objectif, on est paralysé. Et donc il y a toujours un sweet spot à trouver entre, tiens, qu'est-ce qui fait que je veux me sentir fier de ce que je fais, donc je suis pas dans le culte de la médiocrité, mais je me sens fier de ce que je fais, et à la fois ne pas non plus surévaluer mon objectif parce que sinon ça va me paralyser. Et donc si j'arrive à trouver mon sweet spot qui fait que je suis stimulé parce que j'ai envie, je serai fier si j'y arrive, et à la fois je vais passer à l'action pour y arriver, ben là je trouve qu'on est pas mal. Et je trouve que plutôt que de se dire en fait trouve un objectif qui est grand, qui est plus grand que ça, qui est machin, qui est truc, moi j'irai plutôt vers c'est bien, on fait un truc qui te correspond à toi. C'est-à-dire que c'est où que tu rêverais d'aller où? Ici, ok. Quel est le premier objectif que tu pourrais te donner qui te stimule et tu serais très fier d'y arriver, et à la fois qui te pousse à passer à l'action aussi. Et je trouve que c'est mieux qu'essayer de se forcer. Une fois, j'avais donné un cours, ça m'avait choqué ça. J'étais dans un marketing de réseau, enfin pas moi, hein, mais en tout cas je donnais un cours dans un marketing de réseau. Et j'avais donné en fait ce truc-là, et puis je voyais que la dame que je coachais était un peu en détresse. En fait, c'était un peu compliqué pour elle, elle avait des peurs, elle avait tout ça. Et la personne lui dit non, mais tu dois pas avoir peur, en fait, tu dois te forcer à le faire, et tout.
Et je dis, mais c'est quoi cette méthode de bourrin, quoi? Ouais. C'est quoi cette méthode de bourrin, en fait, de vouloir absolument détends-toi, prends les gens où ils sont, il y a des peurs qui existent. Et en plus, que je trouve que ça a comme effet ça, ce genre de truc-là, d'être bourrin avec la notion d'objectif, c'est que ça met les gens dans une espèce de déni. Et du coup, les gens, ils n'osent même plus, ils sont culpabilisés de parler de leurs propres problématiques profondes. Et du coup, au bout d'un moment, ça casse et ça coince. En fait, ces gens-là n'avancent pas, on ne comprend pas, parce que tu n'es pas passé à l'action. Et du coup, ça devient doublement culpabilisant. Alors qu'en réalité, oui, il faut passer à l'action, je suis complètement d'accord avec ça, et c'est important, mais il faut aussi tenir compte de où les gens en sont. Et les mettre suffisamment à l'aise pour qu'ils puissent exprimer où ils en sont et leurs difficultés. Et tu parlais de psychologie, et tu fais psychobize, c'est important d'abord d'aller chercher dans la psychologie des gens et de trouver ce juste équilibre entre la psychologie et le côté je suis là pour toi, je vais t'aider, et le côté de dire non, on va passer à l'action aussi. Trouver le sweet spot, toujours l'équilibre entre ces deux énergies. Ok. Mais je te remercie, en tout cas, c'est super intéressant. Oui, carrément, c'est de la psycho ce que tu dis. Et... Peut-être. Je ne suis pas psychologue, sachez-le. Non, j'ai pas dit que tu étais psychologue. Moi, je suis coach en psychologie. Ah, quand même. Écoute, c'est parfait. Mais je suis pas psychologue. Enfin bref. Et ouais, c'est bien parce que souvent, tu vois, on veut trop mettre les gens dans des cases. Oui. Tu vois, et le fait que tu dis ça, c'est vraiment, voilà, t'en es où aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir en fait? Ouais, c'est ça, et reconnecter à sa joie. Tu vois, et puis je crois que même moi, par moment, je peux enfermer dans des cases. Ça m'arrive, tu vois, de juger, tu sais, je n'ai pas le niveau de sagesse pour ne pas juger les gens. Alors, j'ai pas le niveau de sagesse des fois pour pas me juger à moi, pour ne pas juger l'autre, et pour ne pas être imperméable, comme on peut dire, ouais, tu t'en fous de ce qu'on dit de toi sur Internet. Quand on fait un jugement sur moi, ça m'impacte. Donc du coup, par contre, j'ai le cœur suffisamment ouvert pour me dire, tiens, le jugement que je porte sur moi-même, est-ce qu'il est vraiment juste? Et je peux revenir dessus. Le jugement que j'ai porté sur quelqu'un, est-ce que j'ai le cœur suffisamment ouvert pour que le premier jugement que j'ai mis sur une personne, je sois capable peut-être d'en sortir de ce jugement et de me dire, est-ce que j'accepterais d'avoir un autre jugement? Tu sais, parce qu'après, c'est déjà bien, niveau... Ouais, puis tu connais le principe d'engagement de Robert Cialdini. Tu sais, souvent par engagement, tu sais, je me suis engagé, je me suis pendu par la langue, j'ai dit quelque chose, donc du coup, je vais vouloir absolument me donner raison plus que de chercher la vérité. Moi non, je me dis, écoute, j'ai jugé cette personne-là, je me suis planté, je suis un con. Cette personne-là est géniale en fait, en vrai. Ce qui est le cas de beaucoup de gens d'ailleurs, en vrai. Je connais peu de gens qui ne sont pas géniaux en fait, en vrai. Juste développer son potentiel. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis après, le jugement qu'on émet sur moi, c'est apprendre à vivre avec ça et à petit à petit vivre avec ça et accepter que ça me dérange. Ok. Dis-moi, c'est qui ton... Est-ce que tu as un mentor ou quelqu'un? Tu veux des vivants ou des morts? Ton préféré? L'un de mes préférés, c'est Napoleon Hill. Okay. J'ai une histoire avec lui assez incroyable, c'est un frère et un mentor aussi qui est vivant, qui s'appelle Richard Sanchez, que j'aime énormément. Je t'embrasse mon frère, qui est quelqu'un qui m'a attendu mon premier livre de développement personnel quand j'avais 20 ans. Devenir riche? Et il m'a attendu Réfléchissez et devenir riche. Et il m'a attendu un autre livre qui s'appelait Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Oui, je l'ai. Et voilà, super bouquin. Et donc du coup, quand j'ai lu... en réalité, en anglais, ça serait penser devenir riche et pas réfléchir devenir riche. Mais ils traduisent à la française parce que tu vois, comment se faire des amis en français, ça serait malsain parce que ça serait comment influencer. Oui, c'est ça. Donc, mais pareil, influence et manipulation, c'est pareil. Bon, bref, ils font des traductions bizarres et hasardeuses. Mais tout ça pour dire qu'il y a une manière, en tout cas, de comprendre ça, c'est que c'est penser devenir riche et c'est pas réfléchir devenir riche en réalité. Et en fait, ce livre-là a changé ma vie. Comme l'autre d'ailleurs, et comme la série de livres que j'ai lus. Après, évidemment, j'ai lu du Robbins aussi, parce que tout le monde dit Robbins quand tu es coach. Et puis, j'ai lu plein d'autres bouquins, Kiyosaki, tout ça. Et, c'est mon auteur préféré. Oui, bien sûr, ouais, l'argent. Et sur la notion d'argent, mais c'est un livre fantastique. Enfin, moi, j'ai adoré. Et en fait, l'ironie, c'est que j'ai commencé avec ça, et puis quand j'ai commencé à me faire un nom dans le développement personnel, dans le développement business, les éditeurs du livre, des livres de Napoleon Hill qui sont sortis par la suite, notamment celui qui s'appelle La maîtrise de la persuasion, eh bien, les éditeurs francophones m'ont demandé de préfacer ce livre. Donc, je suis le préfaceur du livre de Napoleon Hill, l'auteur qui a vendu évidemment des millions de livres, mais qui a été le premier auteur que j'ai lu en développement personnel. Donc c'est comme une espèce de boucle extraordinaire en fait. La boucle a été bouclée. Donc il y a une poésie là-dedans que je trouve sympathique. Voilà. Ok. Et pourquoi il t'inspire Napoléon Hill?
Il m'inspire parce que dans son histoire, il m'inspire parce qu'il a modélisé la loi d'attraction avant tout le monde. Il m'inspire parce que c'était quelqu'un qui avait une vision de la vente, qui était une vision axée mindset et pas une vision axée uniquement sur les techniques de vente, ce que l'on achète aujourd'hui la plupart du temps. Donc c'est ça qui m'inspire énormément chez cet homme. Et puis c'était un homme aussi qui disait les choses, qui ne mâchait pas ses mots et qui était un homme très franc et très direct. Et ça me plaît chez lui. Et c'est un homme qui a aussi réussi contre vents et marées, à sortir tous les livres qu'il devait sortir, alors sachant qu'il était quand même très freiné par l'intelligence à l'époque et les riches de l'époque, les milliardaires de l'époque le freinaient à Napoleon Hill parce qu'il ne voulait pas qu'il divulgue son secret. Il y avait, pour la petite histoire, Andrew Carnegie, qui n'est pas Dale Carnegie, qui est Andrew Carnegie, qui était l'homme le plus riche du monde, qui l'avait mandaté pour faire cette étude-là, sur les plus riches du monde. Il avait ouvert les portes de Henry Ford, de tous ces plus grands puissants du monde. Et certains voyaient d'un très mauvais œil l'idée qu'il dévoile ce secret. Voilà, et donc du coup, la fondation Napoleon Hill aujourd'hui œuvre justement à prendre ses notes et à les distiller. Mais il a été très freiné et c'est un homme que j'admire énormément, justement parce qu'il a réussi. Déjà, il a été extrêmement besogneux. Il a travaillé pendant de nombreuses années et ses études sont vraiment très fortes. C'est quand même le fondateur du magazine Success aussi. Mais ce qui me plaît aussi, c'est qu'il a aussi été très persévérant. Tu sais, dans ce monde de spiritualité dans lequel on dit tout doit être fluide, tout doit être machin, c'est bien, c'est vrai, c'est chouette quand c'est fluide, mais il y a des moments aussi, il faut se relever les manches et se battre aussi. Et je trouve que c'est intéressant aussi, je trouve qu'il a cette notion de persévérance qui moi, me parle énormément. Parce que dans ma vie, j'ai aussi beaucoup dû faire preuve de persévérance par l'accident d'Isa, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, par plein de choses. En fait, j'ai dû devoir faire face à de l'adversité. Et je crois que c'est quelque chose, voilà, dont il ne faut pas avoir peur faut pas avoir peur de faire face à l'adversité. Merci pour ton Même partage. si j'aime beaucoup la spiritualité, j'adore. Et je suis très... voilà, je trouve que dans la spiritualité, il y a énormément à apprendre dans ce lâcher-prise, dans cette notion de faire confiance en quelque chose de plus grand, de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand et qu'on fait partie d'un grand tout. Je trouve ça très intéressant et j'y crois énormément. Mais je trouve aussi qu'il y a des dérives et il y a des choses qui se disent en spiritualité qui sont un peu dommages. Parce que du coup, ça met les gens dans une espèce de concept qui est trop simpliste. Voilà. Merci en tout cas pour ton partage. Merci à toi. Dis-moi, du coup, c'est lui qui t'a donné l'idée de voir la vente comme tu nous expliquais Non, tout à c'est l'heure. pas lui parce que j'ai découvert en fait après la Neuro Business School, j'ai découvert après que ce livre, enfin je l'ai préfacé après en fait, ou c'était vraiment en parallèle en fait. Oui, mais tu l'as préfacé après l'avoir lu. Donc Oui, est-ce que absolument. c'est quand tu l'as Oui, lu mais c'était t'as eu- c'était en fait je lançais la Neuro Business Ah, School ok. et en fait c'était en parallèle où je lançais la Neuro Business School tout ça, donc en fait j'avais eu l'idée de la NBS et et en fait j'ai reçu ce livre là et c'était comme une confirmation pour moi en fait ça. Ok, Mais super. non, c'est pas lui qui m'a inspiré la NBS pour le coup. Non. C'est quoi du coup qui t'a inspiré, non pas pour la Neuro Business School, mais pour le fait que tu vois la vente de cette manière-là? Ce qui m'a inspiré ça, c'est mon histoire personnelle qui m'a inspiré ça. Et puis, je me suis rendu compte en fait que il y avait énormément. On avait beau apprendre des milliers de techniques de vente, il y avait des gens qui y arrivaient très bien sans avoir pris un seul cours de vente. Et qui étaient des super vendeurs sans avoir pris un seul cours de vente. Je me dis, c'est pas possible, ces gens-là ne sont pas câblés différemment. Non, c'est pas qu'ils sont câblés différemment, c'est qu'ils pensent différemment par rapport à la vente. Ils se voient comme des cadeaux. Ils se voient comme, je vais offrir quelque chose à quelqu'un, je vais te rendre service en te vendant. Et ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et donc, je me suis rendu compte que dans les cours de vente, malheureusement, dans les livres de vente que je lisais, jamais ça parlait réellement de mindset justement et de peur et de pourquoi est-ce qu'on avait peur de vendre et pourquoi, avec quoi ça renvoyait le rapport à l'argent, le rapport à nos croyances limitantes, aux peurs, à tout ça, au fait qu'on pense du mal des vendeurs, donc on ne peut pas devenir ce que l'on méprise. Tout ça, c'est compliqué. Oui, ben c'est pour ça que moi j'ai créé mon psychobiz. Parce que moi je suis tombée royalement amoureuse de la vente. Et clairement, autant avant je disais c'est ça, c'est genre non mais j'arriverai jamais à vendre, etc. Enfin tu connais, hein. Pour te dire, mon premier événement, un infopreneur qui était millionnaire, je l'ai vendu 300 € en bas de la tour Eiffel. Hein, c'était, enfin bref. Donc ouais, la vente c'était pas ça. Et dans les événements, je me rappelle, on me disait mais Camille, il y en a des infopreneurs me disaient je ne te prends pas. Non pas parce que tu fais du bon boulot, parce que j'entends parler de toi, mais parce que t'es pas assez cher. Et moi je me dis mais c'est quoi le problème? Genre je suis pas assez cher. Enfin je comprends pas là, il y a un problème. Et donc un jour j'ai commencé à voir la vente de cette manière-là. Et ça a changé ma vie. Et tu vois, c'est aussi pour ça. Donc
dans Psychobis, je vois vraiment l'aspect psychologie. Pourquoi? En fait, il y en a qui arrivent et d'autres n'y arrivent pas. Mais aussi l'aspect vente en mode... on n'est pas là, je leur dis, on n'est pas devant le tapis. Ici, moi, il y a des clients que comment dire, j'assume en fait ne pas les accepter. Parce que je veux des personnes qui soient comme ça, tu vois, je veux les aider. Je veux être sûre en fait déjà que tout le monde, ceux qui rentrent, je les aide tous. Et en fait, tu vois, c'est... oui, je me dépêche. C'est la vente, c'est la vente d'une nouvelle manière. Et tu vois, tout ce qui est closer, etc. aujourd'hui, les nouveaux métiers au niveau de la vente qu'on ne parle pas avant, je trouve que c'est des beaux métiers, ils sont plus beaux que les métiers de commercial où le mec, il va te faire du sourcing, du lead jusqu'à l'acte. Et en fait, le gars, il rentre chez lui, des fois, il se dit, mais pourquoi j'ai acheté ça en fait? Ouais. Il y a une belle notion d'éthique en fait à mettre dans la vente. Et c'est très important en tout cas d'accrocher la technique de vente avec un socle éthique fort. En tout cas, pour moi, c'est un essentiel. Yes. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Yannick. Merci à toi, Chouchou. Et désolé, on est speedé. On est toujours speedé dans la vie.